Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent agir pour changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Sophie Reiss. Merci. Sophie, vous êtes directrice communication et alliance stratégique à La Ruche. La Ruche qui est une organisation de financement participatif, mais plus que ça, vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes maman de 2 enfants, vous êtes une grande voyageuse et vous avez décidé d'allier toutes vos passions, entrepreneuriat, financement, rôle de maman, l'importance de la famille, et aussi votre passion pour le voyage en faisant un livre. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Parents voyageurs ». Parce que vous avez visité plus de 45 pays et cumulé plus de 80 vols. Donc, vous savez ce que c'est de voyager avec des enfants en bas âge surtout. Donc, avec tout ça, si ce n'est pas du pouvoir, je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour c'est Sophie peut-être du Reiss, manque de sommeil aussi. mais pouvoir le gérer, c'est vraiment une forme de pouvoir. Donc, on est ravis de vous accueillir. Merci. Et vous allez nous dire tout de suite, pour Sophie Reiss, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est un mot que j'aime puis que je déteste en même temps. C'est vraiment une drôle de relation. Le pouvoir, ce qui me rend mal à l'aise, c'est d'exercer un pouvoir sur quelqu'un. Tant qu'à ça, j'aime mieux le mot leadership. OK. Par contre, le pouvoir d'agir, ça, j'adore ça. Le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir de réaliser ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est un mot qui me donne des ailes en même temps. Donc, c'est vraiment cette relation-là qui... Ouh! Pas sûr. Très bien. Est-ce que le côté un peu controversé du mot pouvoir qui pour vous renvoie à 2 réalités différentes, est-ce que ça se traduit de la même façon dans votre espace personnel que professionnel? Parce que finalement, les 2 espaces sont quand même relativement liés pour vous. Oui, mes 2 espaces sont quand même liés, quoique j'ai une vie professionnelle avec La Ruche, qui est vraiment, comme vous l'avez dit, une organisation qui vise justement à donner le pouvoir aux gens de réaliser leur idée autrement. Donc, pour moi, le mot « pouvoir » est extrêmement pertinent dans cette organisation-là parce que nous, on conseille les gens, on les aide finalement à réaliser leurs rêves. Parce que le pouvoir, et à prendre leur pouvoir, et en fait. à prendre leur pouvoir, exactement, parce que le financement participatif, à la base, c'est donner une solution complémentaire aux institutions traditionnelles. Donc, quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a une idée d'entreprise ou de projet personnel, donc vraiment 2 choses différentes qui peuvent se marier aussi, peuvent venir nous voir et soumettre un projet. On les accompagne là-dedans de A à Z pour qu'ils puissent finalement trouver les fonds pour pouvoir le réaliser. J'arrête pas de dire le mot « pouvoir », c'est extraordinaire. Et dans ma vie personnelle aussi, bien, il faut que j'aille le pouvoir de pouvoir réaliser mes propres rêves dans tout ça quand même. Tout à fait. Et le pouvoir aussi de prendre soin de ma famille parce qu'elle est là. J'ai 2 enfants, comme vous l'avez dit en introduction, de 3 et de 6 ans, donc en bas âge. Donc, marier toutes ces cases-là, ça prend un pouvoir d'organisation extraordinaire. Absolument. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice de ce pouvoir ou d'un autre, selon si on est un homme ou une femme? Bien, oui, c'est sûr. Je pense qu'on se le dit dans la vie de tous les jours. Bien que l'accès au poste de direction et tout ça soit très ouvert ou même encore plus encouragé présentement au niveau corporatif, au même titre que nous, on voit à La Ruche, là, les femmes qui soumettent des projets sont en majorité, ce qui est extrêmement bon signe, tu sais. Oui. C'est sûr, sûr, sûr. Puis, donc, moi, je pense que de ce côté-là, le pouvoir au féminin se porte quand même très, très bien. Et moi, de mon côté, d'un point de vue personnel aussi, d'un point de vue familial, je vois que la différence, les tâches sont encore liées quand même, dans mon cas, la responsabilité, elle est encore très féminine. Donc, de vouloir performer d'un point de vue professionnel, mais aussi garder ce standard-là de prendre soin des enfants, d'être là à la maison aussi quand même pour eux, bien, c'est difficile et je pense que c'est plus difficile pour une femme qu'un homme, même encore aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez écrit le livre le guide du parent voyageur? Parce que est-ce que ça s'adresse beaucoup plus à des femmes qu'à des hommes? Non, ça, par exemple, j'ai voulu garder ça très, très neutre. En fait, le seul chapitre qui touche, que je dis le mot « maman », c'est celui sur l'allaitement. Parce que forcément, biologiquement, on n'a pas le choix. Ça va être compliqué pour les hommes. Je parle toujours de parents voyageurs, donc toujours de parents. Okay. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est un livre qui est très inclusif, le guide des parents voyageurs. Et au même titre, on a beaucoup de familles homoparentales aussi. C'était
hyper important pour moi de considérer le mot parent et de traiter les gens d'égal à égal. Ce que je voulais, par exemple, transmettre dans ce livre-là, une des choses que je veux transmettre, c'est ce pouvoir-là de pouvoir continuer ses rêves de voyage malgré le fait qu'on a des enfants. Donc, c'est là le lien, vraiment. Et on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas, par exemple? Des heures de sommeil. Je ris, là. Je ris, mais oui, des heures de sommeil. Ça, c'est sûr que, oui, ma santé et tout ça. Dans mon cas, ça a été ça. Je n'ai pas sacrifié des rêves. J'ai toujours voulu tout faire en même temps. Est-ce que ça va me jouer des tours plus tard? Peut-être. En toute humilité, peut-être. Mais pour l'instant, c'est ma solution. Est-ce que c'est des sujets que vous échangez avec d'autres femmes? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'au niveau de la ruche, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Oui. Est-ce que ça fait partie des sujets dont vous parlez avec elles ou dans le cadre de réunions ou je sais pas? Ben oui, je me rends compte, je suis souvent invitée à des panels, participer justement à des conférences et je vois que sur les scènes, il y a beaucoup de femmes, puis je trouve ça extraordinaire. Mais d'un point de vue personnel aussi, depuis 3 ans, j'ai un cercle d'amis féminins. On se réunit une fois par mois. On est vraiment des femmes de toutes sortes de milieux. C'est vraiment ce qu'on appelle là, vraiment une soirée, on appelle ça le mardi, parce que c'est un mardi soir qu'on se rencontre. Et c'est très informel, c'est dans une cuisine de quelqu'un. Et on a toute une chose en commun, c'est qu'on est toutes des femmes qui veulent changer quelque chose. Excellent. Donc, vraiment, qui sont des créatrices de changement. On est de domaines complètement différents, d'origine aussi complètement différentes. On est comme l'ONU autour de la table là, le mardi des fois, là, mais c'est à Montréal, donc vraiment, ça représente la scène montréalaise, ça représente notre cercle d'amis. J'ai rencontré des femmes extraordinaires dans ce cercle-là. Et c'est un cercle qu'on a juste créé par des connexions, par des connexions très informelles. Et c'est un groupe de soutien qui, présentement, m'aide énormément parce qu'on a Ingrid avec sa baguette magique qui, à chaque fois, fait « Quel est ton défi? » Puis comment les femmes autour de la table peuvent t'aider à réaliser ce défi. C'est extraordinaire. Voilà. Ah ben ça. En fait, donc c'est ça. C'est ma question d'après, c'est quelle stratégie les femmes pourraient-elles mettre en place? Ça pourrait être une stratégie. La solidarité. Bien, en fait, c'est ce que j'allais répondre. S'il y a un mot, c'est la solidarité. C'est de se dire comment qu'on peut s'aider, comment qu'on peut s'élever ensemble. C'est vraiment ça. Et moi, j'y crois profondément. Et je ne suis pas la seule parce que j'ai justement ce cercle d'amis qui le prouve à chaque mois. C'est de se dire comment moi j'ai un défi, comment je peux en parler, puis comment ces femmes-là peuvent m'aider à pouvoir me rendre plus loin. Est-ce que c'est une question de génération? Parce que pendant longtemps, on a entendu que les femmes n'étaient pas solidaires entre elles, que du coup, pour accéder aux espaces de décision, c'est toujours les femmes qui empêchent les autres, que dès qu'une femme rentre, elle ferme la porte. Et là, moi, j'ai quand même l'impression que les trentenaires tiennent complètement un autre discours. Est-ce que c'est une question de génération ou d'évolution de mentalité? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est les deux. Je pense que oui, c'est une question de génération. Oui, parce qu'on est chanceuse. On est chanceuse d'avoir eu une génération avant qui a ouvert nos portes. Puis ça, je le reconnais. Je le reconnais, je l'apprécie, je le remercie. C'est une question aussi juste de mentalité, parce que d'ouverture aussi, je pense que ça a aussi évolué. J'ai travaillé 10 ans en milieu corporatif, mais vraiment en direction de marque, alliance stratégique dans des entreprises en télécommunications, dans un milieu très compétiteur et surtout plus traditionnel. Majoritairement masculin aussi, où j'étais la plus jeune femme dans un poste de direction pendant des années. Donc, j'ai eu, moi aussi, à vivre finalement avec cette réalité-là. Par contre, j'ai eu des inspirations, des femmes dans des postes de direction, des vice-présidentes pour lesquelles je relevais, qui pour moi ont été extraordinaires et qui n'ont pas été nécessairement écrasantes, qui avaient vraiment cette vision-là. Et ces femmes-là étaient légèrement plus âgées, je ne dirais pas légèrement. Et pour moi, j'ai eu déjà des modèles de gens qui ont accédé vraiment à des postes très, très hauts, qui ont fait les choses différemment. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces organisations, justement, devraient mettre en place une action plus particulière pour faciliter la parité, l'égalité, ou même, ne serait-ce que envisager l'atteinte de la parité? On ne dit pas forcément de l'avoir, mais est-ce qu'il y avait ce genre de discussion
avant ou est-ce que maintenant vous voyez que c'est devenu une réalité? Parce que quand même, on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup, mais j'ai des actions concrètes. C'est difficile à mettre le doigt dessus. Tout à fait. Je cherche vraiment des actions concrètes. Dans mon cas, souvent, on m'invite à siéger sur des conseils d'administration. J'ai envie de le faire. J'aimerais le faire. J'aimerais beaucoup le faire. Mais des conseils d'administration à 7 heures le matin, quand on a 2 enfants d'âge préscolaire, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Et pour un homme, une douche, enfile ses chaussures, à la limite, c'est plus facile. C'est ça. Mais pour nous, de devoir nous préparer, parce qu'on n'arrive pas là en pyjama, je veux les croire. Non, mais à 7 heures le matin, je trouve ça très difficile. Même chose aussi, des fois, pour des réunions tard le soir, il y a cette notion-là. Et là, je vois déjà des gens crier « Oui, mais moi, je suis un homme, puis je vais chercher mes enfants à la garderie. » Oui, c'est la même réalité que vous avez à vivre. Je parle vraiment de parents en tant que tels. Mise en pli, coiffure en moins, peut-être. Ça pourrait être un conseil qu'on pourrait donner ou une astuce, une bonne pratique aux entreprises. Pensez à ne pas mettre les réunions stratégiques tôt le matin ou tard le soir. Parce que ça, c'est juste pas possible. Voilà. Pour une partie des parents et de vos collaborateurs. Voilà. Pour avoir exactement, des gens plus jeunes d'âge des parents. Oui, clairement. Très bien. Bon, mais j'espère qu'ils le retiendront. On revient tout de suite après une coup de pause. Nous sommes de retour avec Sophie Reiss, qui, je rappelle, vient de sortir le livre. Montrez-nous d'ailleurs votre livre, Sophie. Voilà. Le guide des parents voyageurs. S'inspirer, s'informer, s'équiper pour les 0 à 12 ans. Oui. Voilà, parfait. C'est la Bible qu'il faut avoir pour se préparer, pour mieux voyager. Pour mieux voyager quand on a des enfants en bas âge. Oui. Très bien. Donc, Sophie, tout à l'heure, on parlait de la place des femmes dans les grandes organisations, dans les corporations. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour faciliter la session des femmes dans les instants de décision. Donc, on a retenu l'idée de la gestion du temps, c'est-à-dire pas des réunions très tôt le matin à 7 heures pour les membres du conseil d'administration et pas très tard le soir après 7 heures non plus, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Mais que pensez-vous aussi de la question du quota? Parce qu'on en parle beaucoup, le fait de l'imposer. Quel est votre point de vue sur ça? Bien, je ne sais pas si on devrait l'imposer. Moi, je pense qu'on devrait faire des mesures pour que d'emblée, les gens aient envie d'y aller par eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais est-ce que ça suffirait? Parce que finalement... Je le sais. J'y pense à cette question-là depuis longtemps. Je me dis, est-ce que de l'imposer ouvrirait la porte justement à avoir plus de candidatures, avoir plus d'ouverture aussi par les membres qui sont leaders de ça? Peut-être. Mais fondamentalement, j'ai quand même une réflexion où est-ce que je ne suis pas campée d'un côté ou de l'autre, mais j'ai des doutes. Du moins, mon plus grand désir, c'est que ce soit 50-50. C'est sûr. Très bien. Est-ce que vous avez identifié autour de vous, tout à l'heure, on a parlé de la question de la réunion, par exemple, un peu Tupperware des femmes pour s'encourager, se trouver des bonnes idées. Est-ce que vous avez identifié éventuellement une autre bonne pratique qui pourrait faciliter encore plus l'inclusion, atteindre notre fameuse parité ou ne serait-ce qu'approcher de la zone paritaire, que ce soit en matière d'inclusion, de diversité aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais... si je prends des femmes comme moi, on a deux défis à relever, la question du genre et la question de l'origine. Est-ce que vous avez identifié quelque chose qui pourrait aller encore plus loin? Oui, je pense que c'est beaucoup de l'information puis de la culture des gens. Puis c'est un peu, je fais juste le parallèle avec le livre parce qu'une des raisons, en fait, qui m'anime à écrire, ou qui m'ont animée à écrire ce livre-là, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir ce pouvoir-là, via ce livre-là, d'encourager les parents à aller voir ailleurs, aller s'informer, aller s'ouvrir sur le monde. Et lorsqu'on va sur place, lorsqu'on se renseigne, on a moins peur, finalement. Et lorsqu'on revient, cette relation-là avec la différence, elle est complètement différente. Alors, humblement, et vraiment très humblement, je me dis que
plus... C'est comme un petit grain de sable, mais une petite goutte dans l'océan. Mais je me dis que cette future génération-là, plus elle est ouverte sur le monde, éventuellement, d'emblée, sera plus ouverte à l'inclusion, autant au travail que dans leur vie au quotidien. Ça, c'est vraiment mon plus grand désir. Dans les trucs concrets, présentement, à l'heure actuelle, à faire en entreprise, je pense que c'est vraiment... Chaque gestionnaire devrait juste être plus ouvert d'emblée, mais ça ne s'apprend pas nécessairement. Je ne sais pas si... Je ne suis pas dans la culture nécessairement de dire qu'il faut mettre des règlements. T'sais. Je pense qu'il faut juste être plus intelligent dans nos pratiques. C'est plus ça. C'est plus dans l'intelligence, plus être plus curieux, plus intuitif. De l'autre, oui. Oui, exactement. Mais est-ce que ça s'apprend? Peut-être. Peut-être pas des formations, des sensibilisations, peut-être. Exact. Est-ce que vous aviez une phrase, un proverbe ou une devise qui illustre vos propos, vos engagements ou qui vous illustre tout court? Il y a une phrase que ma mère me disait toujours, là, elle est très, très simple, là, mais c'est « quand tu veux, tu peux ». Ou quand on veut, on peut. On peut. C'est extrêmement simple, mais pour moi, ce fil conducteur-là, en fait, cette phrase-là a été le fil conducteur de ma vie. Puis celle que je répète, moi, à ma fille, puis à mon fils aussi, là, à chaque fois, c'est « vas-y, t'es capable ». « Vas-y, t'es capable ». C'est vraiment là, les deux phrases, pour moi, qui me trottent le plus souvent en tête. Oh ben, c'est parfait. Est-ce que si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle aimeriez-vous être? J'aimerais ça être jolie comme Kate Middleton. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est sa garde-robe que j'aimerais beaucoup. Mais d'un point de vue vraiment plus sérieux, c'est sûr qu'une femme que j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer à Montréal, c'était Michelle Obama. Ah oui, en effet. Et je ne suis pas la seule qui doit dire ça. Non, on est deux déjà. Oui, on est deux. C'est sûr, pour moi, j'aime sa stature. Je trouve que c'est une femme qui est brillante, qui est assumée. Elle prône des valeurs similaires aux miennes face à l'éducation, face à ce empowerment, justement, des jeunes et aussi, justement, des femmes et tout ça, et de la population. Pour moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je pleurais presque de la rencontrer. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Un et oiseau, pourquoi? Parce que ça ressemble à un avion. Et parce que ça voyage beaucoup, c'est ça? Oui, exact. J'irais migrer dans le sud à tous les hivers. Si je pouvais, oui. Oui, je peux comprendre. Oui. Sûr. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Vous allez rire. Je pense que vous allez rire. Je pense que personne ne vous a emmené ça de toutes les émissions. En fait, je cherchais vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose qui, vraiment, avec une histoire philosophique ou vraiment avec une stature quelconque. Puis finalement, la seule chose, le seul objet qui me venait en tête tout le temps, c'était mon bracelet d'hôpital lorsque j'ai accouché de ma fille en 2012. En effet, je confirme que je n'ai jamais eu ça. Non, hein? Et pourquoi? Pourquoi? Cette journée-là, c'est la journée où je me suis sentie le plus en pouvoir et le plus féminine de toute ma vie, malgré ma jaquette bleue d'hôpital. Oh, c'est extraordinaire, parce qu'en général, on est plutôt en jet lag. Oui, non, exactement. Oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, ça a été quand même une épreuve, hein, on s'entend. Ça n'a pas été nécessairement facile et tout ça. Mais dans ce 15 heures-là de travail extrêmement intense, c'est là où j'ai compris tout le pouvoir qu'on avait au féminin. Ce pouvoir de donner la vie. Pour moi, je me dis, malgré toutes ces discussions qu'on a sur le rôle de la femme aussi, tu sais, dans nos positions justement professionnelles et tout ça, dans cette petite bulle-là qui entoure la naissance d'un enfant, on se dit, ouf, on a vraiment du pouvoir, nous les femmes, vraiment. Waouh! Oui, vraiment. Bref, c'est super. Voilà. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que en effet, j'ai jamais eu ça et je vais me questionner aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai, hein? C'est vrai. Je trouvais ça drôle. Ah ben c'est super. Si une petite fille justement regarde cet entretien et déclare quand je serai grande, je veux être Sophie Reiss, si votre fille ne l'a pas déjà dit, mais est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui diriez si elle vous dit ça? Bien, je lui dirais de ne pas être Sophie Reiss, je lui dirais d'être elle-même, je lui dirais de réaliser ses propres rêves, je lui demanderais quelles sont ses vraies passions.
et d'aller jusqu'au bout de ses propres passions, de ne pas écouter les autres. En fait, juste la seule personne qu'on devrait écouter, c'est la personne qui nous dit de ne pas écouter les autres. Oui. C'est tout. Mais vous lui diriez aussi, vas-y, t'es capable, quel que soit vas-y, le t'es truc. capable. Oui, vas-y, t'es capable. Tout à fait. Ça serait vraiment le mot que je dirais, la phrase que j'y répéterais tout le temps. Très bien. Et est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous aviez un modèle? Un modèle. En fait, non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. J'avais pas tant de modèles. Mes parents sont immigrants aussi. Ils sont arrivés à Montréal. On a grandi modestement. Et moi, en fait, mon rêve était de réaliser mes propres rêves. J'avais pas vraiment quelqu'un ou une figure très symbolique. Voilà. Oui, j'avais pas cette figure-là. J'avais juste envie de pouvoir moi-même réaliser mes rêves, puis de pouvoir aussi embarquer la population dans ces rêves-là. Et c'est beaucoup ce qu'on réalise avec justement La Ruche que j'ai cofondée et avec le livre aussi que je donne les ailes aux gens à pouvoir suivre mes aventures. Poursuivez vos rêves, en fait, Ouais. c'est ça. Très bien. Ben, notre entretien touche déjà à sa fin, Sophie. Vraiment, c'est allé trop vite. Alors, à nouveau, montrez-nous votre livre parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bien, merci. Et c'est vraiment, en effet, la Bible des parents voyageurs parce que c'est vraiment la préoccupation, la poussette et tout le reste. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Ça va pas aller, il ne tiendra pas, ça va être trop dur. Vraiment, merci d'avoir pensé à nous parce que vous nous sauvez la vie. Moi, j'adore voyager aussi, donc je comprends tout à fait ça. Tant mieux. Donc vraiment, et merci d'encourager toutes ces femmes à oser, à se dépasser. Merci. Donc, un petit mot pour la fin, Sophie. Bien, merci de me recevoir. Puis vraiment, bien, suivez-moi si jamais sur les médias sociaux. On pourrait la reprendre, celle-là. Oui. Oui. Vous avez au niveau de vos médias sociaux, c'est Sophie Reiss? Non, ça va être son bébé jetlag. OK. C'est ça. D'accord, très bien. Bon, ben très bien, son bébéjetlag.com. Bien, en fait, oui, comme mot de la fin, dans le fond, ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre sur Bébé Jetlag dans les plateformes sociales, donc qui est le site de référence pour parents voyageurs, ou vous pouvez suivre aussi les activités de La Ruche sur laruchequebec.com. Très bien. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir, Sophie, franchement. Et encore merci pour Bébé Jetlag, pour La Ruche, que j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter avec vous, donc que je trouve vraiment super, et aussi pour le guide des parents voyageurs. Merci. On n'aura plus d'excuses maintenant pour dire, à part l'argent évidemment, mais on ne pourra plus dire, encore je ne peux pas... Il y a un chapitre sur comment voyager pas cher. Pas cher, bon, voilà, parce que jusqu'à présent, c'est l'excuse de « je ne peux pas y aller à cause des enfants ». Mais maintenant, on peut. Merci. Très bien. À très bientôt, Sophie. On ne manquera pas de vous suivre. Oui, merci. Merci d'avoir suivi Femmes et Pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter notre site web www.femmesetpouvoir.org ou aussi à aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur LinkedIn. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.